Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Choucroute de Garage. Depuis quelques mois, de nombreuses voix dans l'industrie automobile européenne crient à qui veut les entendre que l'invasion chinoise est imminente et que c'est la faute des instances politiques de l'Europe. Il est temps de peser le pour et le contre de ces discours alarmistes et de voir ce qu'il en est vraiment. Si ça te plaît, mets un pouce vers le haut et commente. Si ça te plaît beaucoup, abonne-toi. Et si ça te plaît vraiment beaucoup, dis-le partout. Merci. Pour bien comprendre le futur, il faut souvent analyser le passé. La vie est un éternel recommencement. Et il faut bien dire que d'un point de vue général, ça se vérifie souvent. Pour notre sujet du jour, nous allons remonter à la Seconde Guerre mondiale qui a été un moment clé pour l'industrie automobile européenne, mais aussi mondiale. Le conflit venait de se finir, laissant l'Allemagne mais aussi une bonne partie de l'Europe en ruine. Soucieux de leur essor économique, les États-Unis décident de financer la reconstruction grâce au plan Marshall. Grâce aux prêts et dons américains, l'économie se redresse doucement à la fin des années 40. Enfin pour l'Europe de l'Ouest. À l'Est, c'est une autre paire de manches. L'URSS est tout à son opposition contre le capitalisme et à une course à l'armement qui conduit à la guerre froide. Toutes les ressources du bloc de l'Est sont concentrées sur les grands projets de la glorieuse nation, plutôt que sur l'équipement des ménages et le bien-être des habitants. Cela conduit de grands constructeurs automobiles à vivoter et d'autres à naître sous la doctrine du pouvoir. Les constructeurs russes reçoivent la plus grosse part du gâteau, tandis que les pays satellites doivent se débrouiller comme ils le peuvent. Au Japon, à la même époque, les choses se passent presque de la même manière, à la différence près que les Américains prennent tout en main, dirigeant totalement l'économie nippone. Les constructeurs japonais sont exsangues et ont des années de retard technologique sur l'Europe ou les États-Unis. Leurs autos sont des reproductions des modèles d'avant-guerre, et elles n'étaient déjà pas très modernes à cette époque. En 1949, les Américains se rendent compte qu'il faut laisser le Japon se redresser par lui-même. Ils confient donc peu à peu les rênes de l'industrie aux Japonais, mais conservent les cordons de la bourse. Ils limitent les investissements étrangers et les exportations du pays vaincu. Pourtant, en quelques années, les Japonais font des merveilles. En copiant les technologies occidentales, les autos nippones rattrapent leur retard. Et en 1970, alors que les barrières d'exportation et d'investissement tombent, les constructeurs japonais commencent à lorgner vers de nouveaux marchés. Même situation de départ et destinée pourtant très différente entre le Japon et les pays de l'Est. Voyons maintenant pourquoi les voitures de l'Est ont échoué à s'implanter en Europe ou aux États-Unis et pourquoi les Japonais ont réussi. Lorsque j'étais gamin, on rigolait souvent sur les Lada ou autres Skoda. Seuls les passionnés d'auto comme moi connaissaient certaines marques, comme Dacia, surtout connues à l'époque pour produire encore des R12, modèles obsolètes depuis longtemps chez nous. D'autres marques étaient encore plus méconnues, comme Tatra par exemple. Et pourtant, elles ont été la source d'inspiration de modèles à très grand succès. En effet, Ferdinand Porsche n'a rien inventé. L'architecture de ce qui est devenu la Coccinelle ou la 911 sont inspirées des travaux de Hans et Erich Ledwinka, ingénieurs tchèques père et fils, pour la Tatra V570. Le régime soviétique avait bridé l'innovation dans le domaine des produits grand public, mais certains ont tenté tout de même de percer le marché de l'Europe de l'Ouest en basant leur stratégie sur le prix, et uniquement sur le prix. On a alors vu des modèles comme les Lada 2105, mauvaise copie de Fiat 124, ou les Skoda à moteur arrière, comme le coupé rapide, arriver sur notre territoire. Certaines autos encore moins connues étaient importées, comme la FSO polonaise, produite comme son nom l'indique en Pologne, près de Varsovie. Toutes ces autos arrivaient en France chez l'importateur POC. Le parc de stockage et de préparation se situait à la frontière franco-allemande, à Haguenau. Si aujourd'hui cet endroit est toujours dédié à l'automobile, c'est une zone commerciale regroupant concessions et garages. Or, c'est dans un de ces garages que j'ai travaillé pendant 13 ans, et certains de mes collègues avaient été des employés de POC. Je dois essentiellement ce qui va venir ici à Denis Buthieux, un collègue mécano avec qui j'avais souvent l'occasion de discuter et que j'appréciais beaucoup. D'ailleurs, un grand coucou à toi, Denis. Les voitures arrivaient par train et étaient déchargées dans une zone de transit. Peu de voitures démarraient et certaines prenaient même feu sur le wagon. Pour celles qui passaient le cap de la première visite et qui n'étaient pas renvoyées car en trop mauvais état, c'était un parcours du combattant pour les mettre aux normes françaises. Pneus, huile, liquide et batterie étaient changés, car il n'était pas rare de trouver par exemple de l'eau dans le liquide de refroidissement ou des huiles de si mauvaise qualité qu'elles ne lubrifiaient absolument rien.
Bref, après cette remise en état, les voitures étaient envoyées vers les concessionnaires. Pour les voitures japonaises, dès les débuts de l'importation, il en a été bien différemment. Les autos arrivées sur le bateau étaient contrôlées, puis directement envoyées aux distributeurs, sans aucune intervention. Elles étaient tout à fait aux normes et prêtes à être vendues. Comme les autos de l'Est, elles étaient moins chères que les autos européennes. Mais en plus, elles étaient fiables. Les clients acceptaient volontiers un aspect un peu plus rudimentaire si la voiture fonctionnait bien. Et force est de constater que les voitures japonaises étaient économes et fiables. Les voitures du bloc de l'Est étaient, quant à elles, très peu chères, mais extrêmement gourmandes en carburant et bien souvent en panne. De tous les modèles de l'Est, seule la Lada Niva a eu une carrière honorable, mais seulement grâce à des modifications et à l'adoption de moteurs occidentaux. De nos jours, l'Europe n'a plus rien à craindre des pays de l'Est, puisque les principaux constructeurs sont la propriété de constructeurs européens, comme Volkswagen ou Renault. Les Japonais, par contre, ont parfaitement réussi leur percée et se sont bien implantés chez nous. Bien, maintenant que nous avons fait un peu d'histoire, il est temps de s'attaquer à nos fameux constructeurs chinois. Si je vous ai retracé les aventures des autos de l'Est et japonaises, ce n'est pas pour rien, car les modèles chinois partagent un peu de chaque approche culturelle. La Chine est un pays qui a investi énormément d'efforts pour devenir un acteur industriel économique incontournable. Presque chaque chose que vous possédez doit au moins une petite part de son existence à la Chine. En automobile, les choses sont allées très vite depuis une quinzaine d'années. De voitures totalement dépassées, les autos chinoises peuvent aujourd'hui, pour certaines, rivaliser avec les meilleures productions européennes. De voitures gadgets ou à la finition hasardeuse, les productions chinoises ont réussi à rattraper leur retard. Attention pourtant! Une auto chinoise n'en vaut pas forcément une autre. Comparez les marques et vous verrez qu'il y a autant de différences qu'en Europe. On ne peut pas comparer une Dacia à une Rolls-Royce, tout comme on ne peut comparer une Bao Yanbao à une Anki EHS9. Les marques proposent de multiples produits très différents à des prix extrêmement divers. Or, contrairement aux années 1970, les clients européens ont des exigences très élevées et donc ils ne veulent plus de produits obsolètes à bas prix et construits un peu à la va comme je te pousse. Ils veulent des autos modernes mais conservant un coût attractif. Les Chinois ont donc décidé de s'adapter, ils sont désormais prêts à rivaliser avec les Européens. SAIC ou d'autres ont profité des co-entreprises avec les constructeurs occidentaux pour récupérer de la technologie. L'arrivée d'une auto comme la MG4 n'est donc pas une surprise, et si elle plaît aux Européens, c'est qu'elle a été conçue avec en tête l'architecture et la clientèle d'une ID3. Sa présentation ne dénote pas dans le monde occidental. D'autres ont décidé de s'inspirer de Tesla pour tenter une entrée fracassante sur les marchés occidentaux. NIO ou Xpeng sont de ceux-là. Encore une fois, on a des produits qui ressemblent énormément aux produits occidentaux, mais avec une toute petite touche chinoise. Ce qui est finalement ce qu'on attend, nous, occidentaux et européens. Enfin, BYD a suivi une route un peu différente des deux autres. Collaborant avec plusieurs constructeurs occidentaux, BYD fait un peu l'amalgame de différentes manières de faire d'un point de vue technique. Du point de vue de l'apparence, ils assument totalement leur origine chinoise et dans leur présentation et leur design, sont très décalés par rapport aux constructions européennes ou japonaises. Ils misent sur la différence, mais aussi sur l'adaptation du public européen. À voir si cela impactera leur vente ou pas. Les produits BYD sont donc un peu à mi-chemin entre le low cost et les autos ultra innovantes. Lorsque l'on voit toutes les voitures chinoises, on peut se dire que cela aurait pu être le début d'une success story, mais plusieurs facteurs viennent freiner cette machine bien huilée. En premier lieu, l'économie chinoise ne pouvait supporter sa croissance seule. Il a donc fallu, depuis de nombreuses années, s'ouvrir aux capitaux étrangers. Nombre de financiers ont investi massivement en Chine dans l'espoir de voir leur argent fructifier plus vite qu'en investissant dans les économies européennes. Bâtiments, infrastructures et équipements des familles étaient en plein boom, et cela rapportait énormément. Une telle croissance a provoqué une hausse des salaires et donc une élévation des coûts de production. L'industrie chinoise reposant essentiellement sur de la main-d'œuvre humaine à bas coût. Avec de plus en plus de concurrence entre les entreprises pour détenir les personnels les plus qualifiés, le coût de la main-d'œuvre explose. Avec l'ouverture culturelle et l'éducation, une part croissante des Chinois veut vivre à l'occidental. D'un autre côté, plus de revenus pour ces personnes veut dire plus de dépenses, et donc une croissance encore plus forte. Donc plus de demandes. Le cercle vertueux devient fou, et il faut toujours plus de capitaux et de moyens pour suivre. Pourtant, ce manège fou commence à s'enrayer avec des faillites de grandes entreprises chinoises comme Evergrande, numéro 1 de l'immobilier en Chine. Et on le dit bien, quand le bâtiment va, tout va. Si le bâtiment s'écroule, c'est un des piliers de l'industrie qui pose problème.
Et là, c'est le cas en Chine. Si un effet de domino est à craindre, l'organisation même de l'industrie chinoise va limiter les dégâts. Pour l'industrie automobile chinoise, c'est aussi un réveil douloureux car les moyens se font plus limités et des entreprises prometteuses comme XPeng se retrouvent à court d'investisseurs. Même BYD doit serrer les dents pour suivre la guerre des prix déclenchée par Tesla dans le pays, car ses usines reposent bien plus sur la main-d'œuvre humaine que celle de l'américain. Moderniser l'outil de production est une nécessité, mais pour cela il faut investir, tout en supportant des marges réduites par la guerre des prix. En clair, la Chine est certes prête à envahir le monde avec ses autos, mais elle n'en est pas moins freinée par ses faiblesses économiques internes. Voyons maintenant ce que cela donne du côté européen. Après des années de déni et l'exemple du succès phénoménal de Tesla, les constructeurs européens ne peuvent plus ignorer la menace de la Chine. Ils savent que les produits chinois sont bons et qu'ils répondent pour beaucoup aux besoins de leur propre clientèle. MG a été le précurseur, mais d'autres toquent à la porte. BYD est le second constructeur chinois à vouloir s'implanter durablement et en force. Pourtant, les premières autos arrivées sont très typées chinoises dans leur construction et dans leur présentation, comme je l'ai dit tout à l'heure. Atto 3 et Dolphin sont encore très perfectibles, et l'arrivée de la Seal pour concurrencer la Tesla Model 3 pourrait bien faire un petit flop. Parce que finalement, toutes ces autos ne sont pas aussi bon marché que ce que l'on attendait. Les conditions de production ont rehaussé drastiquement le prix de ces voitures. Ces modèles sont encore entre 3 à 5 000 euros trop chers pour les petites et 8 à 10 000 euros trop chers par rapport à leur positionnement prix idéal, en tenant compte de leur présentation très typée, mais aussi de la concurrence comme Tesla ou MG qui proposent des produits à des rapports prix-prestation largement supérieurs. NIO et XPeng arrivent doucement, mais leur rapport prix-prestation est aussi en dessous de Tesla qui truste le marché pour le moment. En clair, pour acheter chinois, les clients attendent de bonnes affaires à des prix contenus, pour des autos fiables et bien construites, mais sans bousculer trop leur sens esthétique, et surtout pour des voitures moins chères que la concurrence. D'autres ont joué la carte de la différence et du haut de gamme, comme Geely. Et force est de constater qu'ils tapent juste. Volvo et Polestar sont des autos qui plaisent, mais sont encore un peu trop onéreuses. Le chinois investit et tente de moderniser ses plateformes pour réajuster son offre. Mais cela lui prendra encore quelques temps pour y parvenir. Donc oui, les Chinois arrivent alors que les constructeurs européens se cherchent. Ceux-ci d'ailleurs ne restent pas sans réagir. Plusieurs ont décidé d'intervenir, chacun à leur manière. Volkswagen a mis en place une politique multiple, tout d'abord en faisant des économies. Au lieu de faire ses propres recherches et développements, ils essayent d'acheter des technologies en Chine ou ailleurs. Ensuite, en freinant au maximum l'essor de la voiture électrique grâce à son réseau de concessionnaires et à sa communication. Ils espèrent gagner du temps pour parvenir à se préparer à l'arrivée des concurrents. Leurs produits étant complètement dépassés au niveau du rapport prix-prestation, mais en plus ont des problèmes de logiciels récurrents qui affectent gravement la fiabilité des autos. Enfin, ils agissent au niveau des autorités afin de pousser à l'adoption de mesures protectionnistes à l'encontre des Chinois, mais aussi en tentant de faire barrage à l'interdiction des ventes des autos thermiques en 2035. Stellantis est un peu sur la même ligne, mais avec une différence de taille. Contrairement au Volkswagen de l'époque Herbert 10, le constructeur dirigé par Carlos Tavares n'a jamais tenté d'avoir une gamme électrique moderne. Électrifier quelques modèles thermiques doit suffire, pour donner le change, doivent-ils penser. Ils se retrouvent avec des autos peu efficientes, bien plus chères que même les pires des produits chinois. En plus d'être en retard d'un point de vue technologique, le PDG de Stellantis tente de leurrer le public avec des discours très polarisants, et souvent totalement hors des réalités. Il brandit le bâton des Chinois ou même de la voiture électrique pour annoncer des pertes d'emplois, ou la perte des bénéfices futurs de l'entreprise. Il ne se rend visiblement pas compte qu'il ne fait que mettre son entreprise en danger en exposant sa plus grande faiblesse, une inadéquation à un monde qui change. Enfin, une autre voix se fait entendre, c'est celle de Luca De Meo, patron de Renault. Il dit ne pas avoir peur de la concurrence chinoise et l'appelle même de ses vœux. D'un point de vue communication, il a le discours le plus sensé. Mais en fait, il a tout intérêt à parler ainsi. Depuis longtemps, Renault et Geely ont des destins communs. Renault Trucks ou la co-entreprise de production des moteurs thermiques Aurobé sont des points d'entente entre les deux entreprises. Une collaboration sur le plan des VE n'est donc pas à exclure, d'autant plus que Volvo et Renault avaient depuis très longtemps des accords industriels et des accords techniques. Finalement, entre les constructeurs qui s'opposent frontalement à la Chine comme Stellantis, ceux qui tentent d'en profiter comme Volkswagen, et ceux qui tentent de trouver des points d'entente pour un avenir commun, on peut se poser la question qui survivra à l'autre.
Personnellement, je pense que l'opposition frontale ne peut mener qu'à la perte de celui qui la pratique, surtout que la détermination chinoise est forte. Si les constructeurs chinois s'allient contre les Européens comme le souhaite BYD, ces derniers n'auront absolument pas les moyens de répondre. Selon moi, Stellantis et Volkswagen vont perdre beaucoup et seront à la merci d'un rachat partiel ou total par des capitaux chinois. Pourtant, on ne vivra pas de pertes massives d'emplois car les constructeurs chinois auront besoin des capacités de production de ces constructeurs. En revanche, les maîtres changeront et les cultures d'entreprise aussi. D'un autre côté, les entreprises comme Volvo ou Renault pourraient bien réussir à créer une symbiose entre ce que les Européens font le mieux et les atouts des sociétés chinoises. De nouvelles entités ni totalement chinoises ni totalement européennes se formeront pour produire les autos de demain, aussi bien en Chine qu'en Europe, tout en gardant leurs identités propres. Non, il n'y aura pas de raz-de-marée chinois en Europe. Il y aura juste un nouvel acteur qui viendra s'ajouter aux voitures d'Europe de l'Est, aux japonaises, aux coréennes ou aux américaines. La seule différence, c'est que les capitaux européens perdront leur prépondérance dans l'industrie automobile européenne. D'un point de vue industriel, les constructeurs européens n'existeront plus comme aujourd'hui. Pour le consommateur, il y a fort à parier qu'une telle mutation sera bénéfique. Avec des autos plus performantes, moins chères mais aussi plus propres à produire chez nous qu'en Chine, la mutation imposée par l'arrivée d'un nouvel acteur sera, comme cela a été le cas pour bien des choses, une opportunité pour ceux qui s'adaptent et une apocalypse pour ceux qui ne le font pas. C'est une chose que même la nature a dans son fonctionnement primordial et que nous, petits humains insignifiants, ne pouvons changer. Et ça s'appelle l'évolution. Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route et vous dis à bientôt pour un prochain épisode de Choucroute Garage. Portez-vous bien!